Rebonjour à tous. Je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à parler de ce sujet. Alors, je suis un peu surpris quand je vois de nouveaux visages des amyloses au sein des spécialités, parce que les MGUS, il y a des actualités, mais il n'y en a pas tous les matins. Et puis, le point de vue de l'hématologue, je suis interniste, donc voilà, mais je suis très content d'être là en tout cas. Alors, par contre, je vais pas mal me répéter par rapport à un topo que j'avais fait il y a 4 ans, ça devait être les 3e ou 4e journées, parce que finalement la principale actualité des MGUS, c'est l'actualisation de la cohorte de Kyle, qui permet, alors il y a de plus en plus de morts, je crois qu'il reste 100 patients vivants dans cette cohorte, mais en tout cas c'est un problème qui est important parce que c'est tellement fréquent et on voit bien là aujourd'hui, on entend parler beaucoup de dépistage précoce. La difficulté c'est que les MGUS c'est très fréquent. À quel moment il faut dégainer justement le dépistage précoce, parce qu'il y a tellement de patients que si on fait du dépistage pour tous les patients, on va coûter cher, avec un bénéfice à mon avis pour les patients qui ne sera pas forcément énorme. Alors bon, ça c'est mes liens d'intérêt qui ont, avec ce topo, qui n'ont pas grand chose à voir, si peut-être avec les fournisseurs de réactifs, notamment avec Binding Site, avec qui j'ai de bonnes collaborations. Donc, pour replacer le sujet, les MGUS, je ne vais pas revenir sur la définition, c'est ces fameuses gammapathies de signification indéterminée qui sont donc isolées sans hémopathie. Et on sait que ces MGUS, elles peuvent parfois évoluer vers une hémopathie maligne, le myélome, le Waldenström. Donc ça, les hématologues sont très attentifs à ça. Et donc, c'est des manifestations. Après, les patients vont avoir des manifestations liées au clone, qui devient tumoral. Et puis, les MGUS, elles peuvent aussi évoluer vers les gammapathies monoclonales de signification clinique, donc notamment les MGRS, les atteintes rénales, mais aussi l'amylose AL, les neuropathies anti-MAC. Donc, il y a tout un pan qui intéresse beaucoup l'interniste que je suis, puisqu'on est loin des hémopathies, on est vraiment sur des manifestations systémiques. Et les MGUS, elles peuvent aller dans les deux sens, soit vers l'hémopathie, soit vers les manifestations systémiques. Les données principales qu'on a sur le risque évolutif des MGUS, c'est cette cohorte de Kyle qui a été publiée pour la première fois en 2002, donc 1384 patients, avec, vous voyez, un risque de progression. Alors ça, c'est risque de progression vers une hémopathie ou vers une amylose, en tout cas vers un syndrome lymphoprolifératif, et vous voyez que le risque relatif est de 25 pour le myélome, 46 pour le Waldenström, et j'ai mis en jaune ici l'amylose, puisqu'il y a un risque relatif de 8,4, mais on va en reparler. Donc on sait que les MGUS peuvent évoluer vers ces manifestations, soit tumorales, myélome, Waldenström, soit éventuellement vers l'amylose. Le problème, c'est de savoir comment on va les surveiller. Alors, je ne parlerai pas aujourd'hui du diagnostic initial, c'est toujours la même question, à quel moment on fait des radios osseuses, à quel moment on fait un myelogramme, ce n'est pas le sujet du topo d'aujourd'hui. Le problème, c'est quelle surveillance. Et le premier élément, mais ça a déjà été très bien dit ce matin, c'est la même étude, c'est que les MGUS, c'est très fréquent dans la population générale, c'est cette étude de la Mayo Clinic, où ils ont fait du dépistage en population générale des patients de plus de 50 ans, et ça a été montré ce matin, quand on est à 80 ans, on est à 7-8% de patients qui ont des gammapathies. Et dans la vraie vie, on s'était amusé, j'ai pas mis la diapo, mais on s'était amusé à une époque où on faisait des électrophoresses systématiques, ce qu'on a bien sûr arrêté de faire, à regarder le nombre de gammapathies qu'on trouvait dans notre service d'hospitalisation post-urgence, et on était à quasiment 20% de patients hospitalisés qui avaient des gammapathies de découverte fortuite dans des contextes pathologiques, infectieux, inflammatoires, mais on en trouve quand même beaucoup, donc c'est un réel problème de gestion de ces malades parce que c'est tellement fréquent qu'il faut qu'on soit raisonnable dans les explorations qu'on fait. Une fois qu'on a dit ça, donc je vous disais, l'actualité, la principale actualité, c'est cette publication qui a été évoquée ce matin aussi de Kyle dans New England en 2018. C'est la même cohorte, 1384 patients, mais avec un suivi, vous voyez, médian qui est de 34 ans, donc un long suivi. Je crois qu'il reste une centaine de patients vivants, les autres sont décédés. Donc c'est une cohorte qui donnera plus beaucoup d'informations. Il y a toujours le même risque d'évolution. Quand on regarde progression, on est à risque relatif 22. Quand on regarde le myélome, on est à 4,1. Le Waldenström, il est ici à 0, il est 47 ici, 23 le myélome ici. Et si on regarde l'amylose, j'ai souligné, il y a eu 14 cas d'amylose dans cette cohorte sur 1384 patients, avec un risque relatif, certes, qui est important par rapport à la population générale, mais 1300 patients, 14 amyloses sur une trentaine d'années. Vous voyez que dans le dépistage, il va falloir qu'on soit raisonnable pour identifier les patients les plus à risque, parce que sinon, on peut vite tomber aussi dans la psychose pour les patients. Et je relisais ce matin là, dans le train un article de Raj Kumar qui dit comment je prends en charge, vous savez, c'est les fameux AOI treat de Blood. Il parle de la charge psychologique pour les patients, d'être suivis régulièrement avec cette épée de Damoclès qui est je vais développer une hémopathie maligne. Et pour nos patients, je crois que c'est vraiment important de ne pas les faire entrer dans une spirale trop importante d'examens répétés pour leur bien-être quotidien. Donc ensuite, une fois qu'on a dit ça, 1% par an, c'est pas forcément beaucoup. Tous les patients ne vont pas évoluer. Il y a des facteurs de risque qui ont été décrits. Il y a énormément de publications. Je citerai que celle-là parce que c'est la plus pratique, la plus utilisable en routine. On ne va pas aller regarder les plasmocytes circulants, c'est plus compliqué. Là, c'est basé sur 3 facteurs. Les pics à plus de 15 grammes, les MGUS qui sont non IgG, donc les IgA ou les IgM, et l'existence d'un rapport kappa sur lambda anormal, dosage des chaînes légères lipsériques avec leur active binding site. Et le risque relatif des patients est différent en fonction. Donc ça,
c'est sur la même cohorte que Kyle, mais avec un peu moins de patients, parce qu'ils n'avaient pas le dosage des chaînes légères libres pour tous les patients. Il y a 1100 et quelques patients. Quand il y a 0 facteur de risque, donc un pic à moins de 15 grammes IgG sans anomalie des chaînes légères, les patients sont ici. Et puis quand il y a les 3 facteurs de risque, les patients sont là. Et l'IMW, donc l'intergroupe mondial du myélome, décrit 2 groupes de patients, des patients avec un risque modéré, risque faible, c'est 0 facteur, et puis les risques intermédiaires ou élevés, plus d'1 facteur. Et alors dans la cohorte de Kyle, qui est donc la même cohorte avec un tout petit peu plus de patients, parce que tous les patients n'avaient pas les chaînes légères, il reprend à peu près les mêmes choses. Et ce qu'il montre, c'est que le risque de progression à 20 ans, quand on prend les patients qui sont non IgM, avec un pic à moins de 15 grammes et un rapport kappa lambda normal, à 20 ans, il n'y a que 7% de patients qui ont évolué. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un groupe de patients chez qui le risque d'évolution est quand même très faible. On est à moins de 0,5% par an. Donc ça, c'est intéressant. Alors, j'ai plus en tête le nombre de cas que ça représente, le nombre de patients que ça représente, mais c'est au moins 30% de la cohorte. Donc c'est quand même un volume de patients important. Alors après, l'IMW avait dicté des recommandations, ça date de 2010, où il disait, ben voilà, quand il y a 0 facteur de risque, on peut suivre les patients au début à 6 mois, puis tous les 2 ou 3 ans, voire même, Rajkumar dans son AI Treat dit peut-être que cela, il ne faut pas les suivre et on les voit seulement s'il y a des symptômes. Et puis quand il y a un risque intermédiaire ou élevé, avec un ou plusieurs facteurs, les suivre tous les 6 mois, voire tous les ans, en fonction des facteurs de risque, du terrain, des patients. Alors, ce qui me gêne toujours, j'en parle à chaque fois que je présente ces recommandations, c'est qu'on ne prend pas en compte le terrain. Et ça, c'est l'actualisation de la cohorte de Kyle, donc le papier de cette année 2018. C'est les patients qui décèdent d'une autre cause indépendante de l'évolution de la gammapathie et des patients qui décèdent d'une évolution de la gammapathie. Alors, on voit que les IgM progressent et meurent plus de leur progression que les non-IgM. Mais par contre, il y a un grand nombre de décès qui sont totalement indépendants de la gammapathie. Et donc, c'est très fréquent, ça augmente chez les patients âgés, et les patients, finalement, meurent d'autre chose. Donc là encore, on doit être très raisonnable dans les explorations qu'on va faire. Et il me paraît vraiment important de prendre en compte le terrain pour définir comment suivre ces patients. Alors, au-delà des recommandations de l'IMW, il y a les recommandations de l'EMN, l'European Myeloma Network. Donc, c'est quasiment les mêmes, sauf qu'ils rajoutent une chose, c'est le terrain, avec l'espérance de vie inférieure à 5 ans. Et dans ces cas-là, ils disent que ce n'est pas la peine d'aller suivre les patients parce que de toute façon, même s'il y a une progression, on ne proposerait pas forcément de traitement. Donc la notion de terrain est importante. Et comme on parle de patients potentiellement âgés, je crois que c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. Alors après, si on dit comment les suivre, d'abord identifier lesquels, je vais essayer de faire une conclusion tout à l'heure, et puis comment les suivre, il faut être à mon avis très pragmatique, c'est avant tout de l'examen clinique évidemment, c'est chercher pour le myélome des douleurs osseuses, syndrome tumoral, des manifestations systémiques, on va chercher des manifestations neurologiques, on va chercher une dyspnée d'effort, malheureusement c'est trop tard si la dyspnée d'effort est là, le but c'est de dépister évidemment plus tôt, et puis une biologie simple, c'est regarder s'il y a des cytopénies, la calcémie pour le myélome, la créate, l'électrophorèse bien sûr pour suivre le pic, et puis très important bien sûr la protéinurie sur échantillon pour dépister les atteintes rénales, que ce soit une augmentation de la production de chaînes légères qui passent dans les urines ou alors des complications glomérulaires. Alors ça c'est bien, mais est-ce qu'on va être suffisant pour... ça c'est bien pour dépister le myélome, le Waldenström, et encore on peut parfois passer à côté de diagnostic, mais est-ce qu'on va être capable de faire un diagnostic précoce d'amylose et notamment d'atteinte cardiaque? Et comme on est aujourd'hui à la journée amylose, je vais insister un peu plus là-dessus. Alors, j'ai pas trouvé de nouveaux papiers par rapport à celui-là. C'était un papier publié en 2014 dans le JCO. C'est rare qu'il y ait une cohorte de 40 patients dans le JCO, donc c'est vraiment intéressant. Ils ont pris 20 cas d'amylose, 20 contrôles, et ils avaient des sérums rétrospectifs pour regarder comment étaient les chaînes légères en amont du diagnostic. Et ce qui montre, c'est que quand on regarde la DFLC, donc la différence entre la chaîne légère monoclonale et la chaîne légère non impliquée, moins de 4 ans avant le diagnostic, entre 4 et 11 ans et plus de 11 ans avant le diagnostic, quand on prend les contrôles ici et les patients, jusqu'à 11 ans avant le diagnostic, il y avait déjà une augmentation des chaînes légères. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 84% des cas, le taux de chaîne légère, la DFLC, va augmenter au fil du temps. Donc là, on se rapproche du diagnostic, là, on est loin du diagnostic, et ça monte. Chez certains patients progressivement, chez d'autres très brutalement. Et donc, ça veut dire que les patients qui développent une amylose AL ont souvent, le plus souvent en tout cas selon cette étude, une augmentation progressive des chaînes légères, ce qui sous-tendrait l'intérêt d'aller doser les chaînes légères chez les MGUS. L'autre élément qui permettrait de se dire, tiens, est-ce qu'on peut prédire l'évolution des MGUS vers une atteinte cardiaque amyloïde, c'est ce papier. Alors là, c'est des amyloses, des vraies amyloses prouvées histologiquement, qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque au diagnostic, et ils ont regardé le NT-proBNP au diagnostic sans atteinte cardiaque. Et quand on prend, donc il y a un certain nombre de patients qui avaient NT-proBNP inférieur au seuil à 332, 62 patients, il y en a
40 qui avaient un NT-proBNP supérieur, et on voit qu'avec le temps, ceux qui ont un NT-proBNP augmenté, alors qu'ils n'avaient pas d'atteinte cardiaque authentifiée, vont développer au cours du temps une atteinte cardiaque, et cette atteinte, quand on regarde ce groupe de patients, elle peut être assez tardive, parce qu'elle apparaît pour certains 50 mois, donc quasiment 5 ans après le diagnostic. Donc on peut, là c'est encore une fois une cohorte d'amylose, donc c'est des patients qui ont une amylose. Est-ce qu'on peut extrapoler ça au MGUS, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas d'amylose, qui ont un NT-proBNP un peu limite, est-ce que ceux-là vont développer plus facilement une atteinte cardiaque? Personne ne le sait, mais c'est vrai que c'est assez tentant de se dire, est-ce qu'il ne faut pas, sur nos MGUS les plus à risque d'amylose, faire ça? Alors c'est un pas qui a été franchi par Merlini. Alors Merlini il nous dit que pour dépister précocement une amylose quand on a une MGUS, il y a ce qu'il appelle des red flags, donc des drapeaux rouges. Les drapeaux rouges que j'ai soulignés, c'est des drapeaux rouges biologiques. Alors des biologiques simples, c'est la protéinurie, le bilan hépatique et puis le NT-proBNP. Et donc il dit, chez les patients qui ont une gammapathie avec des chaînes légères augmentées, il faut faire le NT-proBNP. Et puis bien sûr, il y a la clinique, c'est les atteintes neurologiques, notamment l'hypotension. Et dans ses éditos, il dit régulièrement que face à tout MGUS, il dose les chaînes légères et que si les chaînes légères sont anormales, il faut doser le NT-proBNP pour dépister précocement des atteintes amyloïdes cardiaques. Alors tout ça, c'est vrai que c'est intéressant, on aurait envie de le faire, mais je vous rappelle que les MGUS, c'est très fréquent. Si on prend la cohorte de Kyle, donc là j'ai mis les deux publics Kyle, celle de 2002 et celle récemment actualisée, 1300 patients, 10 patients lors de la première publi et 4 nouveaux patients, donc on a 14 cas d'amylose sur 1300 patients. On ne sait pas trop s'ils avaient tous des chaînes légères augmentées au diagnostic, ça ils ne le disent pas. Il y a une autre cohorte qui a été publiée récemment aussi, 728 cas, 3 cas d'amylose à elle au cours du suivi. Et puis l'autre élément, c'est que dans les études de Rajkumar et de Kyle, il y a 30% des MGUS qui ont un rapport kappa sur lambda anormal. C'est-à-dire qu'on pourrait dire on se focalise sur les MGUS qui ont des chaînes légères normales, mais c'est quand même 30% des patients. Donc c'est vraiment un réel problème si on commence à faire ça à tous les patients. Néanmoins, il est clair que chez certains patients, il est probablement intéressant de doser les chaînes légères et voir le NT-proBNP. Donc, si on essaie de résumer, je vais proposer une conclusion, même si elle est loin d'être parfaite, c'est rappeler que la MGUS, c'est très fréquent, donc beaucoup de patients, et plus on avance en âge, plus c'est fréquent. En plus, je ne l'ai pas évoqué, mais on peut se retrouver avec des patients qui en plus ont une cardiopathie amyloïde sénile, donc là, on rentre en plus dans les difficultés. Les patients vont quand même plus mourir d'autre chose qu'une progression de leur gammapathie. Et puis, il y a quand même des facteurs de risque qui sont assez simples. Le pic, on l'a tous, parce que s'il y a une MGUS, il y a un pic. L'isotype, on l'a tous. La question, c'est est-ce qu'il faut faire les chaînes légères à tout le monde? Je pense que le terrain et les facteurs pronostiques sont importants, et moi ce que j'ai envie de dire, c'est que la première des choses, c'est que le suivi doit être individualisé. On a le patient en face de soi. Moi, une question que je me pose souvent, c'est si je lui découvre un myélome, est-ce que j'ai envie de le traiter ou est-ce que j'aurais tendance à être très symptomatique? Donc ça, c'est idiot, mais c'est déjà une première chose. Il y a l'isotype et la taille du pic. On va être beaucoup plus inquiet chez un patient qui a un pic à 25 que chez un patient qui a un pic à 2. Donc sur ça, je crois que c'est vraiment important. Pardon. Ensuite, est-ce qu'il faut faire des chaînes légères systématiques? Je ne pense pas. À une époque, je disais jamais, mais je pense que chez les patients jeunes, ça me paraît vraiment important. Alors, tout dépend à quel niveau on met la barre de la jeunesse. En tout cas, ça peut avoir un impact à deux titres. Un, si vous avez un patient qui a un pic très faible, IgG à 5 grammes et des chaînes légères normales, il fait partie des patients à très très faible risque que vous pouvez franchement ne pas revoir avec un suivi. Alors Rajkumar dit pas de suivi, moi j'ai tendance à leur faire quand même un bilan biologique une fois par an que je vois juste passer sans voir le patient, mais en tout cas ça peut avoir un intérêt d'exclure ces patients du suivi. Mais encore une fois, chez un patient de 85 ans qui a un pic à 2 grammes, est-ce qu'il faut vraiment faire le dosage? Je ne suis pas certain. L'autre intérêt, chez les patients jeunes qui vont avoir un taux élevé de chaînes légères, qui sont évidemment plus à risque d'amylose, ceux-là, avoir un suivi, je pense que c'est intéressant. Mais je ne vais pas vous donner de recommandations, je crois que c'est au cas par cas en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire et de nos expériences aussi. Ensuite, comment? La clinique, évidemment. La biologie simple, évidemment, avec l'hémogramme de la calcémie, j'en ai parlé. La protéinurie, j'insiste, mais c'est vraiment important, c'est le dépistage de l'atteinte rénale. Et puis la question, c'est est-ce qu'il faut faire systématiquement, quand il y a des chaînes légères, le NT-proBNP? Là encore, je crois que c'est une question de réflexion face à son patient, face au terrain. Faire du NT-proBNP une fois, on sait bien que l'amylose peut apparaître très brutalement, donc ça veut dire qu'on va le répéter à chaque consultation. On est chez des patients potentiellement âgés avec des insuffisances rénales qui sont parfois modérées mais chroniques et présentes, qui vont perturber l'analyse du NT-proBNP. On peut vite rentrer dans une spirale, donc je crois qu'il faut être très prudent. Néanmoins, c'est à mon sens pas délirant de le faire chez certains patients, notamment les plus jeunes avec des chaînes légères augmentées. Et puis ensuite, la fréquence du suivi et par qui, là aussi, ça va dépendre. Alors, vous direz que je botte en touche, mais il y a des patients, je pense, beaucoup de patients qui peuvent être suivis par le médecin généraliste avec l'aide du spécialiste éventuellement. Moi, ce que j'ai mis en place à Rennes, c'est que je reçois les biologies. Alors, j'ai 500 patients comme ça où je reçois que la biologie. Et le médecin est content de savoir que je l'ai vu et le patient ne revient pas me voir s'il n'y a pas de souci.
Voilà, donc je m'arrête là. J'espère vous avoir éclairé, puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Des questions? J'en aurais une pour commencer, Olivier. Parce que je n'ai pas lu le dernier article de Kai, là, et je n'ai pas relu le précédent. Dans ce travail, sur quels symptômes ils ont fait le diagnostic d'amylose et de quoi sont morts les patients qui avaient une amylose dans ce... C'est pas détaillé. À ma connaissance, c'est pas détaillé. Il y a très peu, même pour les myélomes, on sait... Alors, sur le premier, il avait détaillé qu'il y avait des patients qui avaient évolué très brutalement, d'autres très progressivement, avec un pic qui montait doucement, mais là, il détaille pas trop. On n'a pas les détails. Ça serait intéressant, notamment sur les amyloses, savoir si tous avaient des chaînes légères au diagnostic. Oui, puis s'il y a eu des événements cliniques ou finalement... Qui renforce l'intérêt ou pas de pratique concrète de cette surveillance. Finalement. Donc on sait pas vraiment. Ces 14 malades, ils sont pas bien, ils sont pas détaillés en fait. Ils sont pas phénotypés. Et faute de temps, j'ai pas détaillé, mais il y a très peu d'études qui se sont appliquées à essayer de voir s'il y avait un intérêt à suivre les MGUS. On le fait tous, on en suit tous quelques-unes, beaucoup. L'intérêt, on a tous des patients, on a beau les voir tous les 6 mois, qui explosent une amylose ou qui explosent un myélome en quelques mois. Donc même si on a un suivi attentif, pour l'instant il n'y a pas eu de démonstration formelle de l'intérêt. Il y a eu quelques études, mais c'est encore très controversé, mais c'est une question difficile. Arnaud, ton expérience va dans ce sens? Oui, je vois de loin. Donc, le problème, c'est que l'amylose, ça peut se déclarer très rapidement. Tu peux avoir vu ton malade et tu lui donnes rendez-vous 1 an après si tu continues à le voir, sinon tu le confies à son généraliste. Et en 2 mois, le malade il peut avoir un foie à 20 cm, un cœur vraiment fatigué, comme j'ai vu, un facteur 10 à 3%. Donc c'est difficile. Hein. Et même le myélome, hein. Une de mes dernières patientes, 40 ans, je la vois en décembre 2016. Le pic était stable, elle avait 300 de chaînes légères, ça ne bougeait pas. Et 3 mois après, elle est hospitalisée pour insuffisance rénale aiguë, 5000 de chaînes légères, et on n'a rien vu venir. Et si tu dis de faire le NT-proBNP que quand tu as des chaînes légères, tu peux pas le faire la première fois, sinon il faut que tu vois 2 fois le malade, c'est compliqué. Ouais, donc souvent, par facilité, tu fais tout et puis... Après, si ça permet d'alléger... Je pense qu'il y a un problème médico-économique quand même. Si ça permet d'alléger le suivi, c'est pas inintéressant, parce que ça permet de... Voilà, ça permet de dire c'est pas la peine de refaire de bilan, moi je trouve ça très bien. Ouais, moi je pense que c'est un intérêt, parce que ça représente quand même 30 à 40% des patients, et c'est important. Et l'impact psychologique, hein, je vous le disais, il y a des patients qui sont vraiment traumatisés par le diagnostic de MGUS, ça dépend comment c'est annoncé, parfois c'est un spécialiste qui dit « Oh là là, je peux plus m'occuper de vous, allez voir l'hématologue ». Enfin, donc on verra dans 15 ans. Ouais, voilà, les nouvelles publications dans 15 ans. Mais Merlini soutient que c'est vraiment une bonne chose. Ils ont montré une petite série de 13 patients, je crois qu'ils avaient diagnostiqué comme ça, avec un excellent pronostic, parce qu'il est diagnostiqué très tôt. Mais il ne dit pas sur combien de patients qui ont été testés. C'est ça le problème, ouais. Très bien, donc une question qui reste ouverte. Merci beaucoup